Alors aujourd'hui, là maintenant, il s'agit de Jennifer Soulier. Donc, je vais te présenter comme il faut, Jennifer. Alors, Jennifer est amoureuse de la véracité et justicière dans l'âme. Elle est convaincue qu'on a tous un héritage à léguer à la postérité. Exaspérée de voir toujours autant de webmarketeurs prôner le chiffre avant tout, les cocotiers, voire les fakes, elle permet aux entrepreneurs d'avoir un business à leur image, dans le respect de leurs valeurs et attractif. Engagée dans l'entrepreneuriat de demain, entreprendre pour servir et non pas pour se servir, Jennifer propose une troisième voie pour les conscientpreneurs qui veulent faire bouger le monde et qui ne se reconnaissent pas dans les approches mercantiles. Et donc aujourd'hui, le sujet de notre échange avec Jennifer sera « Tout est vraiment possible, ne jamais douter ». Salut Jennifer! Je suis trop contente d'être avec vous et vraiment, on va passer un super moment. Oh oui, oui. Je suis déterminée à vous donner la patate. Génial, je le sens vraiment. Alors, salut Lucille, bienvenue parmi nous. Salut Nadia, salut Christine, salut Arnaud. Je reconnais des noms qui étaient là déjà depuis tout à l'heure. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet parce que c'est quand même un sujet qui est super inspirant pour cette dernière conférence où on est vraiment ouverte là maintenant à toutes les possibilités et simplement de ne jamais douter. Donc, je vais d'abord commencer peut-être un petit peu par toi, Jennifer, et ton histoire. Étant donné qu'on est vraiment sur le sujet « Crois en tes rêves », parle-moi un petit peu de d'où te vient d'abord est-ce qu'on pourrait appeler ça une croyance? Tout est possible? Ouais, bah non, en fait. Ok. En fait, moi, c'est même pas de l'ordre de la croyance. Je crois que ça a toujours été inscrit en moi. En fait, pour moi, c'est une réalité, c'est une vérité. Et j'ai jamais douté de ça, en fait. Je me suis jamais dit, est-ce qu'on peut réaliser ses rêves? Et ça, depuis toute petite, en fait. Depuis toute petite, juste comme ça? Ouais. En fait, moi, depuis toute petite, je me suis toujours sentie riche, mais pas juste en termes financiers, parce que j'ai vécu les deux dans ma vie. Hein. J'ai vécu l'abondance, où mes parents étaient beaucoup d'argent, palace, domestique et tout, et l'extrême inverse, la pauvreté, vraiment pauvreté. Ah, j'ai vécu les deux. Donc, je sais, c'est incroyable, j'ai vécu la même chose, j'arrive pas à croire que je t'entends dire la même chose. Donc, en fait, je me suis toujours sentie riche et je savais même pas, enfin, tu te doutes bien, moi, quand je vous dis petite, c'est-à-dire j'avais 9-10 ans, donc vraiment enfant. Mais je pense que c'est un talent que j'ai reçu. Et en fait, pour moi, loi de l'abondance, manifestation de ça, enfin, je connaissais même pas. Mais c'est après, quand j'ai découvert cette terminologie, je me dis, mais, enfin, pour moi, je connais ça, mais c'est normal. Juste évident. En fait, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est, en fait, quand faut pas le mettre, c'est mon conseil, ne le mettez pas de l'ordre de la croyance, mettez-le de l'ordre de, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a tellement de choses. Enfin, tu sais, quand tu as des histoires de femmes ou d'hommes d'ailleurs, qui sont atteints d'un cancer et qui, parce que dans leur tête, ils sont déterminés à vivre la façon de vie qui est magnifique et que ils guérissent d'une façon juste incroyable. Mais même moi, parmi les clientes, j'ai une cliente, alors je vous partage ce que j'ai l'honneur d'accompagner entre autres. Hein. J'ai l'une de mes clientes, elle était en fauteuil roulant, les filles. En fauteuil roulant. Aujourd'hui, elle marche. Les médecins ne comprennent pas. Ouais, tout à fait. Tout est possible. Tout à fait. Quand tu vois des trucs aussi huge, bah franchement, si toi, ton rêve, c'est de vivre de ton activité, tu vois, enfin, je veux dire, je dis pas que ça se fait d'un seul coup, baguette magique, on est bien d'accord, ça demande de mettre en place des choses, mais des trucs aussi folles, tu vois, qui dépassent l'entendement et même la rationalité de point de vue purement scientifique, alors que là, ça reste accessible en réalité, puis on a tellement de chance de vivre dans notre époque. On va aller un peu dans quelque chose un peu plus, parce que étant donné que c'est quelque chose qui est une réalité pour toi depuis enfant, c'est vraiment juste comme ça que tu perçois le monde. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as réalisé peut-être plus jeune et qui en fait pour les autres semblait impossible ou difficile ou inaccessible et pour lequel toi tu as pu y aller et le réaliser? Est-ce que tu as un exemple comme ça? Mais j'ai fait des trucs de fou en fait. J'ai fait des trucs de fou. Bon, moi personnellement, j'ai une spiritualité qui est développée, d'accord, que je n'impose pas à ma communauté, mais que je vais vous partager en partie, d'accord. Je suis très ouverte. Hein. Du coup, par exemple, un truc tout con, d'accord. Excusez-moi, ça peut me garer, voilà. Oh, t'inquiète pas.
Ok. Quand j'étais à la fac, il fallait qu'on trouve un stage dans les ressources humaines. Ouais. Et il fallait qu'on soit en binôme. Donc, autant te dire, faut que tu trouves non pas une place, mais deux dans une même entreprise. Et en plus, la loi venait de passer en France où on était obligé de rémunérer les stagiaires. Parce qu'avant, c'était gratuit, donc tu trouvais un stage. Là, il fallait les payer. Ouais. Bon, moi, confiante, je me dis, bah voilà, perso, je fais une navette à Saint-Joseph. Voilà, avec ma spiritualité, je fais ça. Et mon amie, ma binôme, elle est hâtée de chez hâtée. Je dis, tu verras, on va trouver. On postule, rien. Au dernier moment, de toute façon, c'est toujours comme ça. Vraiment, tu sais, sur la dernière ligne droite d'arrivée, là où tu n'as plus le choix, on nous appelle. C'est Areva. Areva, c'est une société qui gère le nucléaire en France. Hein. C'est pas une entreprise, tu vois. Qui nous contacte. Qui nous dit comme quoi elle est intéressée par notre profil. On y va. On passe l'entretien. Alors, attendez. Non seulement c'était à équidistance entre ma binôme et moi au niveau trajet. On était super bien payés. Beaucoup plus qu'il y aurait pu. On avait des avantages, tickets resto, je sais pas quoi. Et la mission, elle était incroyable. Donc, tu vois, ça, c'est… Mais tous nos camarades ne comprenaient pas. Donc, la croyance par rapport à ça, c'est que c'est difficile d'avoir un stage en ce moment. Ça va être peut-être impossible parce que vous êtes deux. Enfin, toutes ces choses-là. Puis toi, en fait, juste parce que, voilà, tu t'es jamais remis en question. J'avais la foi, mais je parle pas, même pas, c'est même pas la foi au sens religieux du terme quand je dis ça. Hein. C'est juste, j'ai jamais remis en cause le fait qu'on allait trouver, réussir. C'était une évidence. Je savais que ça allait. Je savais pas comment. Et je savais que ça allait fonctionner. Donc, tu vois, là, je vous donne un exemple un peu professionnel, en mode salarié. Mais en vrai, il y a tellement de choses. Je peux vous donner… Tu veux que je donne un autre exemple qui est beaucoup plus récent, celui-ci? Oui, vas-y. Un autre exemple, vas-y. J'ai quitté mon mari il y a quelques mois. D'accord? J'ai 4 ans. J'ai quitté mon mari il y a 4 mois, sans filet. En mode, je devais sauver ma peau. Voilà. D'accord. Je vis des trucs, mais incroyables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je suis très, très, très challengée parce que le père est hyper toxique, il m'empêche de voir les enfants, manipulation, maltraitance, un truc de fou, quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est vraiment une clé que je veux vous donner, les filles. C'est pour ça que je veux vous en parler. C'est parce qu'en fait, certes, c'est difficile. Il y a des moments, parfois, on doit faire des choix durs. Quand ce choix, c'est pour te choisir toi, au sens de l'ego, pas au sens du narcissisme, non. Te choisir toi dans le sens de t'aimer en réalité, en profondeur, t'épouser en fait. Eh bien, la vie, elle t'ouvre des choses. Et j'ai vécu des trucs de dingue depuis ce moment-là, mais même sur l'aspect quantique, mon business a pris une autre dimension. Mon appartement, je suis partie à 1000 km. Une région où je ne connais personne. J'ai pas de famille, pas d'amis. J'ai trouvé mon appartement d'une façon juste incroyable qui va au-delà de mes espérances. Mais vraiment, il a tous les critères et même plus. Donc, tu vois, c'est que ça. Donc, j'ai fait un choix difficile, tu vois, à un moment donné où il faut faire preuve de courage. Moi, c'est hyper important. Donc, vous devez avoir une guideline, les filles. Le courage. Ayez le courage de vous dire oui à vous. Même s'il y a de la peur, même s'il y a de l'inconnu. Mais si vous savez qu'au fond de vous-même, c'est votre voie, c'est ça, ne doutez pas, faut y aller. Parce que la vie vous réserve de belles choses, en fait. Et dis-moi un petit peu, parce que là, effectivement, c'est un épisode, en fait, il y a 4 mois, donc il y a eu une séparation. Et comme tu disais, tu parlais du courage de se choisir. C'est-à-dire, là, dans ce cas-ci, on peut comprendre, toi qui te sépares de ton partenaire, tu as 4 enfants, ça peut faire vraiment peur, l'idée de éventuellement se retrouver sans ce soutien supplémentaire que tu avais. Quand tu parles de courage, qu'est-ce qui te fait? Parce que tu as dit, il faut se choisir. Et ici, dans ce sujet de croire en ses rêves, je crois que souvent, c'est une question aussi de simplement se choisir. Comment est-ce que tu en viens alors que c'est difficile? Alors que peut-être que certaines personnes diraient, il vaut mieux rester dans la situation. Qu'est-ce qui te fait décider, tu sais quoi, je vais prendre ce chemin, même s'il a l'air risqué, je vais le prendre lui?
Qu'est-ce qui te fait décider d'aller vers le chemin risqué déjà, c'est ma perception, je le dis comme ça, risqué qui fait peur plutôt que de rester dans quelque chose qui est peut-être juste plus confortable et qui t'offre de la sécurité peut-être? Parce qu'en fait, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, pour moi, je vois pas la notion de risque à ce moment-là. Là, je vois juste, je sauve ma peau. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une question de survie. Et ça a été pareil d'ailleurs quand j'ai décidé de me lancer à mon compte. Faut pas croire. Moi, je pense comme beaucoup d'entre nous, on ne réussit pas du premier coup. Moi, la première société que j'ai créée, c'était en 2016. Ça a été un crash monumental. Et en fait, j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'étais esclave de mon business. Et pourtant, et d'ailleurs, en France, quand tu ouvres ta société, tu dois payer 800 € pour les statuts et tout. Et puis, quand tu la fermes et que tu veux déposer le bilan, parce que c'était une société que j'avais montée, et ben, tu dois repayer 800 €. Et je dis, mais attendez, si je dois la fermer, ma boîte, c'est parce que ça marche pas. Et vous me redonnez de l'argent. On me dit, c'est soit ça, soit pendant 5 ans, vous êtes interdit d'entreprendre. Ouf. Je paye. Parce qu'en fait, même si j'étais dans l'échec à ce moment-là, et en fait, et pareil, si vous connaissez des échecs ou des choses comme ça, alors oui, c'est dur. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'en plus, une entreprise, c'est son bébé. C'est comme un bébé. En fait, j'ai dû faire le deuil de ça, de ma fierté. Vous savez que j'étais faite pour réussir, que j'avais les moyens, je suis pas bête. Dis-moi un peu, en 2016, est-ce que c'est une entreprise comme celle que tu as en ce moment, c'est-à-dire que c'est public? Non, ok, d'accord. Non, c'était strictement rien à voir, c'était en B2B, enfin voilà, c'était totalement différent. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir échoué en fait aujourd'hui, parce que ce que je vis en termes de qualité de vie, j'adore tout ce que je fais. Franchement, j'ai la chance de pouvoir maîtriser mon emploi du temps. J'ai un équilibre de vie qui est exceptionnel. J'aime tout. Exactement. Mes clientes. Franchement, je suis comblée en fait. Donc, merci les échecs. Donc, remerciez vos échecs, même si c'est dur. C'est parce qu'il y a un meilleur derrière. Et dis-moi, est-ce que tu dirais que suite à cet échec ou à cette expérience, est-ce que tu dirais que ça t'a amené plus de clarté pour être en mesure de créer ce que tu as aujourd'hui et qui te convient mieux? Bonne question. Non, en fait, au départ, j'ai vraiment vécu la courbe du deuil, tu sais. C'est-à-dire, je ferme, quoi. Au bout d'un an, je ferme. Et j'étais en mode, en fait, j'ai une énergie, la rage de vaincre. Tu vois, vraiment, faut que j'y arrive. Donc, j'étais déconnectée de moi-même. Du coup, j'ai créé, après coup, un autre premier infoproduit. J'étais complètement déconnectée de moi. En fait, j'étais en mode stratège pur. Donc, marché de masse, autorité, produit qui est minimum viable. Et en fait, pendant quelques mois, donc je développe ça. Ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je me fais chier? Excusez-moi. J'avais aucun plaisir, en fait. Et je me rendais compte que, quelque part, je cherchais juste une machine à sous parce que je voulais faire mes preuves et prouver que, donc clairement, pas dans la bonne énergie. Je connais ça. Tu sais ce que c'est. Bon. Et un jour, je vais à un séminaire business. Et donc, c'était Yannick Alain. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais donc, il y a Yannick Alain qui était l'un des conférenciers qui vient à moi. Voilà, on se présente, il me dit, tu fais quoi? Je parle de mon produit. Je ne dis pas qui je suis. Vous voyez, c'est pas pareil. Je parle de mon produit. Et lui, donc c'était un produit pour aider les femmes à plus être débordées. Et c'est facile, j'ai eu 3 bébés en un an. J'ai eu des jumeaux, donc j'avais l'autorité sans problème. J'avais de problème d'organisation. Enfin voilà. Mais t'inquiète pas. Et du coup, il me présente à quelqu'un, il fait un raccourci, il dit, tiens, je te présente Jennifer, coach en gestion du temps. Mais une claque. Je me dis, je fais pas ça. Avec tout le respect pour les personnes qui font. Donc, dès qu'on t'a présenté comme ça, tu t'es dit non, je veux pas être connue comme ça, en fait. Mais oui, ça me correspond. J'étais pas alignée, en fait. Et là, c'était la claque. J'ai tout arrêté ce jour-là. Les filles, quand vous avez des prises de conscience, actez. Ne tergiversez pas. Moi, quand j'ai pris conscience que mon mari était toxique, j'ai coupé. J'ai pas cherché. C'est toxique, c'est pourri. Une pomme pourrie, vous n'allez pas la restaurer. Elle est pourrie. Donc, quand vous prenez conscience de des choses, là, j'ai pris conscience d'un truc fort. J'ai pas essayé de sauver le truc. Non, le courage. C'est sûr, c'est dur. Mais la réalité, elle était là. Et c'est ce jour-là, je t'ai dit, bon, Jennifer, là, tu remontes les manches. Tu sais que tu es entrepreneur. Tu sais que tu veux accompagner des entrepreneurs parce que j'ai une valeur responsabilité très forte. Et en même temps, je ne peux pas faire du web marketing. Même si je me débrouillais bien, franchement, ce que je voyais du web marketing, c'était tellement superficiel, c'était tellement creux, c'était bling-bling.
je me reconnaissais pas là-dedans. Je dis, hors de question que je sois associée à ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux apporter aux entrepreneurs qui va vraiment être deep, qui va, Ouais. tu vois, un truc Ouais. qui va vraiment servir, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme ça que de fil en aiguille, le personal branding s'est invité dans ma vie. Ouais. Et qu'après, bah voilà, j'ai poussé le truc et j'ai créé ma méthode, quoi. Mais ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'au moment où tu te rends compte, donc on te présente d'une certaine façon et tu te dis, attends, non, c'est pas moi du tout, et que tu décides d'arrêter, mais est-ce que tu sais, parce que là, tu sais, ça, c'est pas moi, mais est-ce que tu sais, c'est quoi, toi, à ce moment-là? Pas du tout. Okay. Alors, c'est une vraie souffrance. Hein. Je sais que c'est pas ça. Ouais. Mais alors, à ce moment-là, et c'est pour ça que je m'engage envers moi-même, je dis maintenant. La seule chose que je sais, c'est que je veux être à mon compte et que je veux accompagner des entrepreneurs. Ouais. Mais vous savez, je me suis longtemps cherchée. Je me suis formée en naturopathie, je me suis formée pour faire de la couture, je me suis formée dans plein de trucs. Parce que j'ai un côté, j'aime apprendre, je suis curieuse de nature, j'aime comprendre. Et en fait, je me formais, ça m'intéressait. Mais même au conseil en image, même ça, j'ai des trucs. Puis, je sais pas, à chaque fois, il me manquait un truc. Je sentais que c'était pas adapté à moi dans le sens où… Et en fait, là, ce qui me plaît, c'est que c'est un mix de plein de choses, en fait. J'ai l'identité, de la psychologie, de la stratégie. Ça me plaît. Il y a du fight, tu vois, mais du fight… J'ai remarqué aussi que tu utilises vraiment, parce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que ton expertise est vraiment dans le branding, donc sa marque personnelle. Et de ce que j'observe, en tout cas, dans ton univers, c'est que tu as l'air de vraiment t'amuser avec ton image aujourd'hui. Ah oui, complètement. Ouais. Enfin, en fait, c'est une image qui est à la fois travaillée et qui me correspond. C'est pas juste… Parce que c'est vrai que ce mot d'image, parfois, il est mal compris. On pense qu'on calfeutre, on porte un masque, quoi. Moi, je casse ça, je lutte contre ça. Et je veux montrer que non, vous pouvez vous créer une image qui claque, mais qui vous correspond vraiment et dans laquelle vous allez justement avoir plaisir à évoluer. Pourquoi mettre autant de sérieux non, enfin, je pense que vous appréciez. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci. C'est ça. Mais on peut plaire à tout le monde de toute façon, que tu sois fermé, coincé ou en mode fun. Exactement. J'avais regardé une entrevue de Jim Carrey que j'avais trouvé très intéressante quand il a une phrase toute simple qui disait, il avait vu son père toute sa vie faire un travail qu'il aimait pas. Et puis, vers la fin, tu sais, quand tu te rapproches de la retraite, il s'est fait virer, donc trop vieux pour retrouver un nouveau boulot. Et son père a détesté en fait toute sa vie ce job. Et comme il dit, la leçon que j'ai appris de cette situation, c'est que tu peux échouer à quelque chose que tu n'aimes pas de toute façon. Donc autant y aller pour quelque chose que tu aimes. Le risque est le même. Tu peux de toute façon échouer dans les deux cas, tu vois. Donc ça, je trouve que c'était vraiment quelque chose de super fort à comprendre de son entrevue. Dis-moi un petit peu, parce que là, il y a des éléments dans ton message que j'aimerais que tu développes un petit peu. Il y a une des choses, par exemple, je n'aime pas les approches superficielles et tu t'adresses plus principalement aux conscientpreneurs. Est-ce que tu peux un petit peu plus développer ce que tu entends par qui sont ces conscientpreneurs? Oui, bien sûr. En fait, ce que j'appelle conscientpreneur, c'est un entrepreneur qui a un niveau de conscience élevé. Ouais. Donc, ça veut dire quoi concrètement et c'est un peu les grands oubliés, justement, de l'infoprenariat, je trouve, parce que ce sont des personnes qui ont des difficultés à se développer à cause de leur grande éthique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect envers leur clientèle. Ils ont la volonté de bien faire, souvent un côté perfectionniste. Ils ont aussi un souci de loyauté, de justesse, de vérité. Et tu vois, parfois, dans le web marketing, on va te dire, bon, de forcer le trait, tu vois, sur la promesse pour enjoliver le truc. Et ça, typiquement, ces conscientpreneurs, justement, ça les horripile parce qu'ils ont l'impression de mentir et du coup, ça les bloque. Or, j'estime que ces personnes-là, elles ont tout autant le droit, si ce n'est plus, parce que souvent, c'est des personnes humbles aussi. Quand tu es humble, le grand défi que tu as, c'est que tu as tellement peur d'être étiqueté et de cataloguer d'égotique ou de narcissique que tu n'oses pas te valoriser, tu n'oses pas être en avant. Alors qu'en réalité, c'est des gens comme ça qu'il faut mettre en avant parce que c'est une valeur sûre, en fait. Quand tu travailles avec des gens comme ça, c'est comme les gens perfectionnistes. Ils se mettent tellement de pression. Moi, je dis tout le temps ça. S'il y en a parmi vous, petit tips que je vous partage, c'est vous ne pouvez pas produire quelque chose de mauvais parce que vous êtes structurellement construit
pour faire des choses bien. Donc, ce que vous allez considérer ne pas être suffisant, bien, en réalité, c'est déjà 100 fois mieux que le mec d'à côté qui va te sortir un truc pourri, il s'en fout, quoi. Ouais. Faites-vous confiance. Et donc, en fait, voilà, c'est cette éthique forte qui les bloque. Et oui, ils se sentent pas entendus, compris. Et en fait, on les force à changer leur nature. Et en plus, on les stigmatise. Ça aussi, on parle beaucoup dans ma conférence où en fait, on t'accuse. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en gros, on te dit si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas le mindset. C'est horrible de dire ça. En vrai, franchement, je suis désolée, mais quand la nana, elle a lâché 2000, 3000, 5000 balles même parfois pour un accompagnement, au bout d'un moment, elle ne le fait pas juste pour voir. Elle y va. Tu sais, elle le veut. Elle te prend dans les dents. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas le mindset. Délire au bout d'un moment, c'est trop facile de dire ça. Non. Donc pour moi, il y a plein de choses. Alors, il y a plein de belles choses dans le marketing. Il faut du marketing, qu'on soit clair. Mais il y a des déviances qui sont portées par certaines personnes et du coup, il faut faire un tri, quoi. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. En tout cas, c'est mon point de vue. Du coup, j'ai envie de faire le parallèle là maintenant un petit peu par rapport justement au conscientpreneur, ce désir d'avoir cette éthique, de faire les choses bien et avec respect. Et finalement, si on regarde de l'autre côté, on fait un parallèle avec l'ambition. Comment tu situes l'ambition pour les conscientpreneurs? Merci, quelle magnifique question. C'est vrai que c'est un vrai sujet parce que c'est en lien justement avec l'humilité. En fait, on associe souvent l'ambition à quelque chose de péjoratif, où on se dit, déjà, avoir de l'ambition, ça veut dire forcément chercher les millions ou devenir une star. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Déjà, par exemple, donc professionnel de l'image, et je veux dire, je commence à devenir un petit peu une personnalité publique parce qu'à force de faire des pubs, je pense que des millions de personnes m'ont vu. Donc, quelque part, tu vois, je veux dire, à force, tu finis par être connu, quoi. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne supporterai pas d'être célèbre comme un acteur ou une actrice, tu sais, avec des fans et en mode groupie et à te mettre sur un pédestal comme une déesse. Je ne supporterai pas ça, je serais trop mal à l'aise, en fait. Mais je le vivrais super mal. Donc, en fait, moi, ma définition de l'ambition, c'est qu'en fait, il y a une notion d'exigence à avoir envers soi-même. Pas en termes de discipline, mais plutôt, tu vois, moi, je reboucle sur le titre de mon intervention, tout est possible. Moi, je suis quelqu'un d'exigeant, c'est-à-dire que je veux pas une vie au rabais, moi, perso. Moi, je veux quoi? Je veux avoir la santé, je veux être heureuse, je veux un job qui me plaise, je veux un job qui me permette de pas compter, de bien vivre, de pouvoir investir. Je veux avoir des enfants en bonne santé. Je veux pouvoir être libre. Je veux pouvoir choisir mes amis, choisir mes clients, faire ce que j'aime, que ce que j'aime, principalement à 90%. Je veux choisir mon lieu de vie. Je mets la barre haute et tout ça de chez moi. Franchement, j'ai mis la barre haute. Et en plus, quand moi, j'avais une difficulté, c'est que quelque part, mon mari, à l'époque, m'emprisonnait de certaines manières. Alors, ça paraît bizarre parce que je suis quelqu'un de profondément libre, mais j'en avais pas conscience. C'est aussi d'une nature casanière. Donc, en fait, et je faisais l'école à la maison à mes petits. Donc, en gros, sur un mi-temps, il fallait que je réussisse à trouver une activité qui me plaise, parce qu'en fait, je suis quelqu'un je m'ennuie facilement de plein de trucs. Donc, il fallait que ça me nourrisse intellectuellement et que ça me stimule. Que ce soit pertinent et que je puisse le faire avec des gens qui m'intéressent aussi. Parce que là aussi, je peux m'ennuyer avec plein de gens. Donc, tu vois, non mais, tout ça sans sortir de chez moi. Tout en étant une bonne mère, une bonne épouse, et patati et patata. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et en fait, et je veux être heureuse en couple. Alors, oui, mon mari, mais je sais que j'aspire au bonheur et que en fait, cette séparation, elle m'ouvre juste à une vraie relation du coup. Parce que mais je suis tellement confiante en fait. Je sais que je suis faite pour le bonheur, mais c'est pas parce que c'est moi. On est tous faits pour le bonheur. Vous êtes toutes faites pour le bonheur. Autorisez-vous à penser comme ça. Et c'est ça. Est-ce que vous sentez de l'ego quand je vous le dis? Non, tu sais ce que tu veux. Moi, je dirais que c'est que souvent, on a l'impression, tu vois, dans la liste que tu as fait, je veux ci, je veux ça et je veux ça. Tu vois ce que je veux dire?
on a beaucoup de personnes ont du mal à croire que tu peux juste tout avoir. C'est-à-dire que tout ce que tu désires, c'est-à-dire ta vision. Et beaucoup de personnes, en fait, ce qu'il y a, je pense, et moi personnellement, en fait, sans parler de beaucoup de personnes, avant de comprendre ce que voulait dire une vision. Je ne savais pas ce que ça voulait dire une vision. Je pensais que ces choses que je voyais, que je désirais et que j'attendais, en fait. Je ne savais pas que c'était une vision. Je pensais que tout le monde était dans cet état à attendre leur tour. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que c'était juste ça. On attend tous notre tour. Quelqu'un va me remarquer. Tu te souviens à l'adolescence, je ne sais pas à quel âge, moi j'ai 43 ans, mais à l'époque de l'adolescence, je me rappelle, il y avait une grosse tendance avec les mannequins, les modèles et tout ce qui s'ensuit. Tu sais, c'est l'époque Naomi Campbell, Claudia Schiffer et tout ça. Ouais. Et je me souviens, toutes mes copines, ma sœur en particulier, était très là-dedans. Et donc, il y avait toujours des copines qui venaient et qui allaient pour des castings et tout ce que tu veux. Il y avait tellement… Et moi, ça m'intéressait absolument pas parce que j'ai toujours détesté l'idée que quelqu'un me choisisse. Donc, ça me mettait dans une situation qui était très désagréable, ou dans le sens où j'attendais quelque part aussi, hein, mais peut-être pas dans ce sens-là, mais j'attendais que quelqu'un remarque mon potentiel et me dise, mais parce que c'est tout ce qu'on m'a appris. Ouais. Tu vois, c'est tout ce qu'on nous a appris. On nous a appris que quelqu'un va nous donner notre chance. Et encore plus quand tu es une femme. Oui. Quelqu'un va te donner une chance. Tu vas rencontrer un homme qui sera généreux. Donc, tu es toujours dans cette seconde place à attendre ton tour. D'ailleurs, quand tu parles de la chance, il y a une théorie, alors j'ai plus le titre, mais ça peut se retrouver assez facilement, il y a des vidéos dessus sur YouTube. En fait, la chance, c'est quelque chose qui se provoque. Hein. Ah oui. On est proactif. Hein. Voilà, quand par exemple, mon appartement, je veux dire, je l'ai trouvé d'une façon juste incroyable, c'est vrai, mais en même temps, combien d'appels j'ai fait, combien de visites j'ai fait, je me suis donné les moyens de la trouver. Donc, c'est aussi tout le temps, les deux sont corrélés, donc il faut passer à l'action et mettre en œuvre. Voilà, c'est pour ça que quand je te dis je veux ça, c'est dans ce sens-là où je te dis j'ai été exigeante envers moi-même parce que j'ai mis la barre haute. Mais c'était OK pour moi parce que je sais que c'est par souci de congruence. C'est ça. En fait, c'est une notion hyper importante. Donc, la congruence, je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, donc je vais peut-être l'expliquer. Oui, la congruence, c'est le fait d'épouser qui tu es à un degré extrêmement poussé. Ouais. C'est-à-dire que c'est une notion, ça va plus que la cohérence avec toi-même, c'est plus fort que l'alignement. C'est vraiment, je trouve que cette image de s'épouser pour réaliser réellement ce pourquoi tu es faite, mais à un niveau très, très, très poussé et dans tous tes domaines de vie, en fait. Ouais. Et c'est extrêmement puissant. Donc, ce que tu dis là, c'est qu'il ne s'agit pas d'être une certaine personne pour ton business, une autre pour ta famille, une autre pour tes amis. C'est d'arriver à incarner cette même personne, peu importe les situations. Complètement. Là, comme vous me voyez là, vous voyez, on s'est vu là juste avant de commencer même. Enfin, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis, tu vois, c'est simple, c'est fluide. Franchement, je suis dans mon salon tel que je suis là avec vous. Je suis dans ma vie de tous les jours, hein, la même. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci, mais c'est hyper important d'avoir cette unité. Mais surtout, d'accepter en fait d'aller au bout de ce que tu ressens au fond de toi-même, parce que tu vois, moi on me demande parfois à l'époque quand je voulais atteindre mes objectifs, tu vois, de pouvoir vraiment faire décoller mon business, bon ça remonte à quelques années, mais tu vois, et puis on me demandait parfois, on me dit mais pourquoi c'est important pour toi de réussir justement dans ton activité, et à chaque fois je répondais la même chose, mais comme ça, tellement j'avais pas besoin de réfléchir, tellement c'était évident. J'ai toujours dit, c'est parce que c'est par souci de congruence. C'est parce que je suis faite pour ça. C'est pas pour aller faire le tour du monde, pour avoir de l'argent. Donc, c'est la seule chose qui fait du sens pour toi. C'est ça que tu veux dire. C'est ma place. C'est parce que c'est ma place. Quand tu sais, quand tu as ce décalage entre toi, tu sens que ta place, elle est là, et quand tu es là. Mais tu sais que ta place, elle est là. Mais tout le monde est là. La souffrance, elle est horrible. C'est pour ça que moi, quand on me dit, mais pourquoi tu vas aller là? C'est pas pour faire la fête, je sais pas. Non, c'est juste que c'est ma place. C'est ta place. Tu le sais en toi. Donc, cette voix que vous avez toute à l'intérieur de vous, cet appel que vous avez, écoutez-le. Parce que c'est pas, de toute façon, c'est simple. Si vous l'enfouissez et que vous le mettez sous le tapis, il va vous retourner, mais il va vous revenir en plein de figures. Totalement. Le tour de boomerang, il fait toujours mal. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut t'écouter.
Il y a un truc que tu m'as envoyé avant de l'entrevue où tu disais ne pas avoir de débat avec sa réussite, ne pas négocier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, encore une fois, c'est en lien, tu vois, avec cette notion de foi. En fait, si tu commences à te dire, moi j'ai parfois des personnes, tu vois, des femmes qui me disent, elles veulent être coach, tu vois, elles me disent, mais en même temps, il y en a tellement. Enfin, qu'est-ce que j'ai à foutre? En gros, elle commence et puis elle se combat direct. Direct, tu vois, c'est si à la base. Je dis, mais attends, tu te poses pas la bonne question là. En fait, c'est pas le sujet. On s'en fout de savoir qu'il y en a d'autres. C'est comme, je veux dire, dans ce cas-là, on arrête de faire des bébés. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est la question en fait. La question, c'est est-ce que toi, ça fait sens pour toi et c'est important et tu sens que c'est ta place d'être coach, oui ou non? Là, elle s'interroge. Souvent, elle dit, oui, je suis faite pour ça. Bon, donc, en fait, c'est plutôt comment tu vas prendre ta place. Et tu dois prendre ta place. Et c'est pour ça que je dis, dans le marketing, la différence entre l'approche marketing et branding, c'est qu'en fait, le marketing induit de faire une étude de marché. Tu vois, regarder ce qui se fait. Et donc, ça veut dire quoi? En gros, on te demande de te positionner en fonction des autres. Des autres, tout à fait. Et là, je suis pas OK avec ça. Non. Donc, si tu es tel que tu es, puissante, claire, prête, tu vois, et que tu arrives, tu prends ta place et les autres, en fait, tu proposes, les gens disposent, en fait, tu vois. Ils viennent. Donc, c'est vraiment, tu vois, il faut se poser les bonnes questions. Donc, en fait, ici, c'est réellement, si on revient au sujet, donc le thème qui est de vraiment, tout est vraiment possible et ne jamais douter, en réalité, c'est vraiment, si tu prends ta place, donc une fois que tu prends ta place, c'est un peu comme si, attends, laisse-moi juste exprimer ça de la façon dont moi je le vois. Quand tu me parles, j'ai eu une image en fait, tu sais. Donc, il s'agit de prendre ta place et ne jamais remettre en question qu'il s'agit de ta place. C'est ça. C'est complètement ça. Non, mais il ne faut pas discuter. Voilà, c'est ça, tu as raison d'oublier. Il ne faut pas tergiverser avec ça. En fait, il ne faut pas remettre en cause et douter de toi, de ta propre intuition. Ce matin, j'ai eu un échange exactement avec une personne qui me disait, voilà, je n'arrive plus à discerner le mental de mon intuitif et est-ce que mon intuition… Elle dit non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça ton problème. Pas ça du tout. C'est juste que là, tu es dans le flou. Tu as besoin de débroussailler, en fait. Et déjà, ton corps te le dit que c'est pas ça, en fait. Tu le sais. Ne doutez pas de vous. Vous avez le logiciel au fond de vous. Et encore une fois, ne débattez pas. Parce que quand on rentre, on commence à négocier. C'est un peu comme si on négociait avec le diable, quoi, tu vois. C'est accepter finalement de vouloir se renier soi-même. Ouais, exactement. Valoriser le doute, c'est-à-dire que tu entends, tu veux faire une chose et tu as ton rêve, tu sais que c'est ce truc-là, t'es peut-être pas reconnu par qui que ce soit, mais toi, tu le sais en toi que c'est quelque chose que tu aimerais faire, mais il y a cette petite voix qui dit, ouais, mais il y a déjà X personnes qui font ça, et puis on m'a toujours dit que j'étais pas bonne là, et puis je suis pas la meilleure danseuse, et puis je suis pas ci, je suis pas ça. Ces voix-là, en réalité, que ce soit toi, moi, ou n'importe qui d'autre qui réalise quelque chose, on les entend tous. Tout le monde entend cette voix nous dire c'est pas toi qui es la meilleure, t'es pas censé faire ce truc, ça va pas marcher. Mais le truc c'est ne doutez jamais, veut en fait dire tout simplement n'écoute pas cette voix, elle a 100% tort. Un autre truc aussi qui peut aider, c'est que, un mécanisme, là tu vois, j'en prends conscience en t'écoutant, que j'ai développé, c'est qu'en fait, au lieu de nourrir ce type de pensée négative qui nous fait vers le bas, moi j'ai plutôt tendance à me dire, écoute, il y en a qui ont réussi. Pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Donc, tu vois, je veux dire, je sais pas, après vous pouvez prendre des personnalités que vous admirez, mais regarde, on prend Nelson Mandela, mais waouh! Waouh, c'est ouf! Même Barack Obama, Mère Teresa, enfin tu vois. C'est incroyable que tu les aies tous cités. J'ai toutes les biographies derrière moi. Ah ouais, non, parce qu'attends, c'est pas comme si c'est le commun des mortels qui vont te dire ce genre de choses. Bien sûr. C'est hyper inspirant. Et en fait, il ne faut pas oublier, c'était des êtres humains comme toi. Comme nous, exactement. Pour moi, ça, c'était une révélation énorme. Un jour, j'ai juste réalisé que, en fait, tout ce qui est autour de nous, absolument tout, a été créé. Les lois, la géographie, les fronts, tout a été créé par des êtres humains comme nous qui se sont juste pris un peu plus au sérieux que les autres. Ouais, c'est ça. Je veux dire, même Martin Luther King, tu vois, je veux dire, donc c'est pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il a débattu tu vois, sur la cause? Mais pas du tout. Est-ce qu'il a douté? Alors peut-être que parfois il a eu des moments de découragement. C'est humain. C'est humain. Hein. Mais
dites-vous, même si vous devez traverser l'échec, je vous dis, moi j'en ai connu des échecs. Ouais. Souvent les gens ils mettent les paillettes, etc. Non, il y en a plein sur le chemin. Et l'échec, c'est la meilleure école. C'est la meilleure. Vraiment, bénissez les échecs que vous pouvez vivre parce que c'est ça qui vous fait upgrader et justement, vous allez tirer des leçons de ce que vous vivez. Alors, c'est pas drôle, c'est sûr, mais une fois que vous l'avez vécu, vous n'allez pas vous faire prendre à deux fois. Hein. Donc, non, vraiment. Tout à fait. Et tu sais, quand tu parles d'échec, je pense que les moments où j'ai eu la sensation de vraiment vivre un échec, et en plus, quand on fait justement un emploi, enfin, qu'on a notre travail qui est comme ça en ligne et qu'on utilise ce marketing, il y a vraiment cet aspect très public, même à nos échecs. Et ça peut être vraiment difficile à vivre également. Mais par contre, ce que j'ai toujours aimé dans l'échec, et plus il est éclatant et mieux c'est en fait, c'est que pour avancer dans n'importe quoi, c'est la confiance. Hein. Quand tu ne bouges, peu importe ce qui se passe devant toi, ça remet jamais en question ta vision ou ce que toi tu cherches à faire. Et ça vient de l'expérience. Quand tu t'es pété la figure à faire quelque chose pas exactement comme tu voulais, c'est-à-dire que t'as laissé un petit écart. Tu sais, tu t'es dit, ouais, je peux quand même faire un petit écart et puis le faire plutôt comme on me l'a dit et que tu t'es planté. Jamais plus tu remets en question ta vision à toi. Jamais plus. Peu importe ce qui se passe devant tes yeux, là, tu es inarrêtable. Et c'est ça que fait l'échec, en fait. Ça te rend inarrêtable. Tu avances en ligne droite, ligne droite. Tu avances sur ton chemin, quoi qu'il arrive devant toi, c'est fini. Oui. Dis-moi un petit peu, pour la nana qui me regarde maintenant, et qui a un rêve, et qui t'entend, et qui est tellement inspirée par ce tout est possible, et de ne jamais douter, et qui a un rêve en elle, toi, qu'est-ce que tu as comme message là maintenant que tu as envie de lui dire, là tout de suite? Ouais. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est ne doute jamais de toi. Ouais. Mais jamais. Veille à bien t'entourer. Ouais. Veille à bien t'entourer. Alors, je dis pas couper les ponts avec tout le monde parce que parfois, c'est pas possible. Mais si dans certains cas de figure, tu peux pas couper les ponts, prends les distances nécessaires. C'est ça. Mais priorise les choses de la bonne façon. C'est-à-dire que plus ton rêve est grand, plus tu dois en faire une priorité et mettre l'énergie nécessaire. Quand je dis énergie, c'est énergie temps, énergie financière, énergie psychique. C'est beaucoup d'énergie. Mais une fois que ça c'est fait et que tu auras atteint, tu vois, ce que tu souhaites justement mettre en place, tu pourras tellement être beaucoup plus présente avec les autres, tellement heureuse, être une meilleure mère si tu as des enfants, une meilleure épouse. Enfin, en fait, tu seras tellement rayonnante dans ce qui tu es. C'est un investissement. On parle d'investissement en argent, d'accord? Où tu acceptes de priver en fait de l'argent pour faire un resto, je sais pas quoi, pour en faire fructifier et en récupérer des fruits plus tard. Là, c'est la même chose en fait, sauf que c'est mettre. Donc, si tu as un rêve, tu le mets, ça doit être ta priorité. Vraiment. Il n'y a pas de débat avec ça. Ton bonheur dépend de ça. Et encore une fois, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, la valeur courage qui m'est si chère. Pourquoi j'adore cette valeur-là? Je crois que c'est numéro 1 pour moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai dû faire preuve de courage, ça a toujours été justement pour aller faire un pas de plus vers mon bonheur. Et l'étymologie du mot courage, ça vient du mot cœur. Et âge, c'est le cœur en action en fait. Donc, c'est juste magnifique quand tu te dis ça, mais tu vois que l'amour est encore là, quoi. Exactement. L'amour est toujours central. C'est incroyable. Dans les 3 conférences qu'on a eues, le sujet de l'amour est vraiment central. Et c'est parce qu'en fait, en réalité, si tu suis ce que tu aimes réellement, et comme tu disais encore une fois, le pourquoi, souvent le pourquoi est vraiment en lien avec cet amour pour quelque chose, que ce soit pour soi ou pour un espace. Ça me donne envie de justement revenir un petit peu à moi, ce qui moi m'a vraiment réveillée à cet amour. C'est fou, hein. C'est comme dès l'instant où tu valorises ton rêve, donc ta vision, c'est-à-dire donc tu te valorises aussi automatiquement, et c'est un chemin direct aussi vers l'amour de soi. Dès l'instant où moi j'ai accepté la vision que j'avais, et vraiment ma vision n'avait rien de concret, c'était pas un métier ou quoi que ce soit, mais de pouvoir être moi dans cette société, puis de voir en face de moi
comme ce soir, comme on fait là, d'avoir des femmes qui me ressemblent et qui parlent des expériences que moi je vis, mais qui sont pas considérées comme des rêveuses, c'est pas au sérieux, ou bien, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des personnes qui construisent réellement notre monde, qui construisent notre réalité, dans le sens où toi, Jennifer ou moi, ou n'importe qui est là aujourd'hui pourrait être la personne qui va révolutionner le monde demain grâce à une nouvelle approche, que ce soit dans du coaching, que ce soit dans la science, que ce soit dans la politique, peu importe. C'était ma vision de voir des femmes représentées dans ce monde. Et ça reste encore parce que, tu sais, pendant le Covid, il y a eu un truc qui s'est passé où tout le monde est resté à la maison et nous, qui sommes casanières, c'était naturel. Et donc, retour à soi. Et ça, sérieusement, j'ai vraiment cru, mon Dieu, le monde a changé, tu vois, dans le sens où tout le monde prend conscience de sa valeur parce qu'ils sont avec eux-mêmes, tu vois. Et puis, finalement, d'avoir, après tous ces confinements, de retourner dans le monde et de réaliser qu'en fait, c'est toujours pas le cas, en fait. C'était juste une impression, dans le sens où les gens découvraient le virtuel, avaient un peu de temps, mais la manière de fonctionner du monde n'a pas changé. Elle est encore pareille. Même ceux qui ont des emplois où ils travaillent de la maison, quand c'est un job standard, ben, il se fait comme si tu étais déplacé au bureau. Ça ne vient pas avec la liberté, tes valeurs personnelles mises en avant en premier. Donc, vraiment, c'est pour ça que je crois que ce genre de sommeil, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est tellement important parce que c'est pas quelque chose qui est public, c'est pas quelque chose qui est courant d'entendre des femmes comme toi, Jennifer, comme moi et comme toutes les conférencières qui sont là. Ce qu'elles partagent, tu ne le vois jamais nulle part. Ouais, c'est sûr. Est-ce que, attends, il faut absolument que je rebondisse sur ce que tu viens de dire sur le sujet de l'amour. Parce que c'est hyper important, je vais vous faire prendre conscience d'un truc. Vous savez, quand on a une personne qui est malheureuse, vraiment malheureuse, qui est triste, peut-être même dépressive ou en burn-out, enfin, on a tous vécu des moments comme ça. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais est-ce que vous pensez que si on prend cette femme-là qui est dans cet état émotionnel, est-ce qu'elle est capable d'aimer? C'est dur. L'amour n'est pas accessible à ce moment-là. On est d'accord, parce que dans la pyramide de Maslow, voilà, ses besoins de la base ne sont pas nourris. Alors que lorsque tu arrives et que tu t'octroies l'autorisation d'aller dans ta voie, dans ton rêve, et que tu te réalises, il n'y a rien d'égoïste et il n'y a rien d'égocentrique, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est que plus... Non, et c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce côté s'épouser qui me vient ce soir. Plus tu te dis oui, plus tu es en capacité d'aimer. Là, il y a une largesse du cœur qui s'expanse parce que justement, tu es vraiment à ta juste place, mais à un sens très profond, en fait. Excellent. Pensez à ça. Excellent. Vraiment. Très, très, très belle conversation, Jennifer. Vraiment, j'adore ça, très inspirant. Et d'ailleurs, comme je le dis à chaque séance, pour celles qui éventuellement sont là pour la première conférence, il y a une formation qui va démarrer la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment du pratique. Pour celles qui ont le même rêve que moi, un rêve de liberté, la paix d'esprit. Pour moi, ça a été vraiment une des premières choses, c'est de sortir de toute cette anxiété et de stress et vraiment mettre la paix d'esprit au centre de ma vie. Et ça m'a permis de développer un business sur ce modèle-là. Et donc, forcément, ça inclut l'automatisation. Pour moi, c'est vraiment l'outil et la stratégie de la paix d'esprit. Totalement. Donc, j'ai une formation qui arrive la semaine prochaine pour celles qui veulent se mettre sur la liste d'attente. C'est une formation gratuite, je précise, où on va vraiment parler de tous ces trucs-là, comment tu peux concrétiser en tout cas ta vision, si c'est une vision de business, que tu as déjà commencé ou que tu penses à commencer. Ici, on est vraiment dans des stratégies qui vont mettre en avant d'abord ta personne, ce que tu désires en termes de vision, tes valeurs personnelles et vraiment, comme je dis, tout tourne autour de la paix d'esprit et la liberté parce que c'est les valeurs les plus essentielles dans ma vie. Tu m'enlèves ça, tue-moi. C'est pas compliqué. On va éviter. Ça vaut même plus la peine de continuer, tu vois ce que je veux dire. Mais je rigole comme ça, mais je l'ai toujours dit. Hein, si tu trouves pas le truc pour lequel tu es prêt à mourir, bah tu sais même pas pourquoi tu te lèves le matin, tu vois. Et moi, je rigole même pas quand je dis ma paix d'esprit, là, il n'y a pas de négociation. C'est mon rêve ultime, la paix d'esprit et la liberté d'être qui j'ai envie d'être. Bon, alors, si tu veux bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du chat. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, là, on est dans un sujet super inspirant. On parle vraiment de
tout est vraiment possible. Alors, voyons voir un peu ce que dit… Alors, ici, on a Lisa qui dit « Je vis ça actuellement, mais pourtant, c'est difficile et pour l'instant, c'est le désert de Gobi. » Donc, j'imagine qu'elle est en train de parler de ton partage où tu fais un changement. Je suis pas sûre parce que… Attends, je vais essayer de trouver… Tout ce que tu me dis me parle. Jenny, bravo, ça c'est Nadia qui le dit, avec des applaudissements et un gros cœur. Arnaud aussi dit qu'il se reconnaît complètement là-dedans. Ouais, génial. Arnaud dit « Je doute souvent sur la valeur de ce que j'apporte. » Ça, c'est le doute. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Arnaud par rapport à la valeur de ce qu'il apporte? Je pense que tu dois avoir justement ce syndrome du perfectionniste. Est-ce que, voilà, si tu te retrouves dans ce défaut, clairement, on va le dire, en fait, c'est la preuve même que tu produis quelque chose de qualité. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, c'est structurel. Ouais. Donc voilà, c'est une clé que je peux te donner si tu te retrouves là-dedans. Déjà, tu peux te dire ça parce que je le vois tous les jours, donc c'est une réalité. Hein. Donc, non, ne doute pas, ne doute pas. Et si vraiment tu doutes, en fait, c'est que clairement, revois ta copie. Et en fait, souvent, non. En fait, quand tu te poses la question de est-ce que toi tu l'achèterais, en fait, tu vois ton produit finalement. Si tu penses que oui, voilà, ne te pose même plus la question en fait. Ouais. Assume-la parce que le problème, quand on vibre quelque chose de l'ordre du doute, dans le non-verbal, ça se ressent. Totalement. C'est mortel. Alors que c'est pour ça qu'il y a des gens, vous avez déjà entendu l'expression de ces vendeurs là qui sont capables de vendre un frigo à un Esquimau. Tout à fait. Tu crois qu'il doute, lui? Mais c'est impossible. Il ne faut pas qu'il doute. Alors qu'on parle d'un frigo à un Esquimau. Donc, alors je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais ce que je veux dire, c'est que le non-verbal joue quand même une part très importante. Donc, c'est pour ça que la notion de congruence, d'alignement, c'est hyper important. Et non, ne doute pas, parce que si toi tu doutes, bien sûr que ton client va encore plus douter. Donc non, ne doute pas, fais en sorte de ne pas douter, sois, tu vois, factuel, ne mets pas d'émotionnel là où il ne doit pas y en avoir en fait. Si à partir du moment où tu as a priori quand même bien pensé la chose, sois OK. Et si ça peut t'aider peut-être, mais à un prix, tu vois, avec lequel tu vas être plus à l'aise au départ pour te mettre en confiance. D'accord. Pas obligé de partir sur du high ticket tout de suite, mais déjà un prix qui va te permettre de tester, de valider. Et puis, une fois que tu as la preuve de concept, après, tu vas voir. Tu vas augmenter petit à petit parce que faut quand même que tu vives de ton activité. Donc, il faut être rationnel. Voilà. Parfois, c'est très bien l'émotionnel pour l'intuition, il faut s'écouter, mais le rationnel aussi. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser les deux. Exactement. J'adore ce que tu dis là parce que souvent, quand on crée quelque chose, surtout au début, ce dont tu parles, c'est le fait de douter sur la valeur. Souvent, c'est une question d'expérience. Une fois que tu l'as vendu et que tu as vu ce que les gens ont vécu. Moi, je me rappelle que les premières fois, c'était aussi comme ça. Tu sais, on est perfectionniste, on veut créer quelque chose. On a tellement le souci que les gens aient une bonne expérience, en fait, tu vois, qu'on se stresse à l'idée qu'éventuellement, ils ne tirent pas la valeur qu'on voudrait qu'ils tirent. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Pas ta responsabilité. Mais non, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, lâche ça, tu vois, ça sert à rien. Tu te tapes la tête pour rien. Tu as zéro contrôle sur l'expérience qu'ils vont vivre. Toi, éclate-toi à faire le truc. Moi, c'est comme ça que si tu t'es éclaté, les gens ressentent ça, qu'il y avait du fun, de la joie à faire ce truc, et puis c'est ce qu'ils vont capter là-dedans. Et puis, tu peux co-construire aussi. C'est vrai, on peut co-construire. Tu vois, un produit déjà de base, quoi. Ouais. Et puis, avec les feedbacks de tes clients, si tu vois qu'il y a quelque chose qui manque réellement dans ce que tu apportes, pas grave, tu le rajoutes. Tu rajoutes. Et puis, tu sais, il y a un autre truc que une de mes mentors disait souvent, et c'est vrai, tu sais, quelque part, cette peur surtout quand on débute, et quand même, elle est quand même rationnelle en fin de compte parce que tu ne sais pas, tu n'as pas l'expérience. Mais il y a l'autre chose aussi, c'est que ça va certainement être moins bon au début. Et il faut être OK avec ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Et je veux dire encore, moi, ça fait 12 ans, okay? Ça fait 12 ans que je suis en ligne. Et je me souviens les toutes premières fois où j'ai commencé à créer du contenu, je trouvais ça OK, tu sais. Mais j'avais une formation que j'appelais le bébé de la honte. Je l'appelais le bébé de la honte parce que pour moi, quand je le regardais avec le temps, je me trouvais que j'étais too much, mon énergie, enfin bref, tu sais, j'étais vraiment dans la critique totale et puis, mais se vendait, tu vois, mais moi, j'avais honte. À chaque fois que les gens passent à travers mon programme, j'avais honte. Et tu sais, des années plus tard, donc j'ai arrêté de la vendre et des années plus tard, je me suis bien sûr professionnalisée, tout est devenu clean et tout ce que tu veux et j'ai revu ce que je faisais au début. Oh, sérieusement, j'étais tellement en admiration parce que ce que tu te rends pas compte quand tu commences, c'est que cette naïveté te fait explorer des choses que tu arrêtes de faire
plus tard quand tu deviens trop professionnel, tu vois. Et tu te mets… Alors, tu sais ce qui se passe? C'est comme tu te mets à admirer cette jeune fille ou peu importe ce jeune mec que tu étais avant en te disant « Mais est-ce que j'ai encore ça aujourd'hui ?» Tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est comme le serpent qui se mord la queue. En gros, ça mène nulle part. Ouais, il y a un côté, on n'est jamais content de ce qu'on a. Il y a des choses qu'on a, tu vois. Je veux dire, moi, pendant des années, je me suis lissé les cheveux. Les filles qui ont les cheveux raides, elles veulent le boucler. On n'est jamais content de ce qu'on a. Donc, exactement. Exactement. Il y a un autre truc que dit ici Lucille que je trouve pas mal. Elle disait, je n'ai pas réussi à faire d'études de marché. Ça faisait pas de sens pour moi. Je trouve plus limitant qu'encourageant. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'étude de marché? On va parler du burger, tiens. Ah, vas-y, explique-nous l'exemple. En fait, c'est une super question, enfin, un point que tu soulèves, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le marketing induit de se positionner en fonction des autres et tu sens au fond de toi-même que c'est pas OK. Ouais. D'autant plus que, alors je sais pas, elle a mentionné son activité ou pas? Non, elle a juste dit qu'elle n'a pas réussi à faire l'étude de marché. OK. En fait, c'est d'autant plus probant quand on est dans un secteur type coaching, thérapeutique, où c'est de l'humain, enfin en tout cas du service, parce que ta matière première, c'est l'humain. Ouais. Donc, voilà, on ne choisit pas son coach comme on choisit ses tomates au supermarché, quoi. Donc, le burger. En fait, il y a un restaurant aux États-Unis qui est à Las Vegas, je crois qu'il s'appelle le Flurry, qui vend un burger $5 000. Réellement. $5 000. Dedans, tu as du bœuf Kobe, tu as du foie gras, de la truffe, je sais pas quoi. Enfin, tu n'as que des mets exquis, quoi. Ouais. $5 000 quand même. $5 000 pour un burger. Je trouve qu'il marge. Il est rentable. Ouais. Est-ce que tu penses, donc c'est à toi que je m'adresse aussi, puis aux autres bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'il s'est amusé à faire une étude de marché, à regarder à combien se vendait le burger chez McDo? Non, absolument pas. Pour avoir un burger à 5 000. Pas du tout. Mais pas du tout. En fait, il était, j'ai presque envie de dire, dans son délire. Et il s'est dit, moi, je vais créer un burger et je vais le vendre 5 000 balles. Ouais. Bien sûr qu'il a créé l'écosystème adéquat, dans une ville qui le permettait, on est d'accord. Hein, faut que ce soit viable. Mais n'empêche que. Donc, tu vois, ça prouve que je veux juste te réconforter, Lucille, sur ta démarche. Ce que tu ressens, si je devais le traduire, c'est qu'en fait, tu ressens le besoin de prendre ta place, justement, à partir de toi, de te positionner à partir de ce qu'il y a en toi. Moi, je sais ce que je fais, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, Henriette, mais en tout cas, voilà, sache que c'est ça qui se passe dans ton esprit, Lucille, et qui fait que du coup, le marketing, dans l'approche d'études de marché, c'est pas OK parce que ça n'a pas de sens pour toi. Non, exactement. Le sens, hein, je me souviens quand j'ai commencé, c'est, tu sais, quand tu veux lancer un business et que tu connais absolument rien, il y a des choses dans la société qui existent, qui sont là pour un petit peu te guider. Et c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai été vers une de ces entreprises qui forment les entrepreneurs, tu sais, un truc de l'État, là. Et je me souviens, il y avait une étude de marché que je devais faire. Et très franchement, même si je comprenais absolument toutes les étapes de cette étude de marché et pourquoi ce serait intéressant éventuellement de la faire. Tout ça était totalement abstrait. Tu sais, même quand on me demandait mes objectifs financiers et mes projections et toutes ces choses-là. Donc, j'étais incapable d'aller au bout parce que je me dis, attends, tu me demandes de te mettre mes objectifs financiers, allons-y, 1 milliard. Tu sais, c'était trop, voilà. Pourquoi j'ai pu me limiter? Tu vois, j'ai rien. Alors, allons-y. Allez, 1 milliard, la deuxième année, 3 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Ça manquait de sens. Par contre, je l'ai refait. J'ai fait une étude de marché. Ça faisait déjà 9 ans que j'étais en business. C'est très différent parce que mon étude de marché, enfin mon plan d'affaires était basé sur ma réalité. Je pouvais décrire maintenant quelle était réellement ma clientèle. Je pouvais réellement regarder quels étaient mes chiffres et faire une projection était facile. Donc, faire une étude de marché quand ton business existe et que tu as déjà des chiffres, ça fait du sens. Et surtout, je dois avouer que je ne sais pour quelle raison je suis arrivée sur le plan d'affaires dans mon chemin à ce moment-là, mais c'était un appel, il fallait que je le fasse. Et oui, ça m'a donné une vision, mais vraiment, parce que attends, moi j'ai créé mon business comme ça, tu vois. Les trucs qui me venaient, je le faisais et tout. Mais là, de voir, oh mon Dieu, je ne savais pas que j'étais aussi structurée en faisant ce plan d'affaires qui était tellement tip-top. On aurait cru que je savais tout ça avant de commencer. Donc, il y a un moment pour faire les choses et je crois que le moment de faire un plan d'affaires et une étude de marché, ce n'est pas quand tu commences. Moi, je pense au début, tu le fais, tu découvres les résultats
Et ensuite, basé sur tes résultats, tu peux maintenant faire ton plan d'affaires et ton étude de marché. Ça fera du sens parce que c'est basé sur ton expérience. Ouais, en fait, là, tu as fait ton étude de marché pour mieux anticiper. C'est ça. C'est pas pour valider ton Absolument plus. positionnement. Et moi, c'est vrai que j'aime bien dire la meilleure étude de marché. Alors, pareil, j'ai vécu la même chose que toi. Pareil. L'organisme, mon business plan, j'ai mis 6 mois à le faire. 3 mois après avoir été immatriculée, poubelle. Je savais que ça servait à rien. Mes objectifs, il était beau mon business plan, hein, mais alors, je savais que j'étais trop loin de mes objectifs et la réalité te rattrape. Hein. Donc moi, je dis la meilleure étude de marché que tu puisses faire quand tu te lances, c'est de vendre. C'est ça, exactement. Moi, je l'ai fait, les sondages et tout. J'étais allée dans la ville, je suis allée voir. Tout le monde te dit oui, elle est super ton idée. Puis dès qu'il s'agit après de mettre la main à la poche pour payer, voilà. Il n'y a plus personne ou une ou deux personnes. Et ouais, donc la meilleure étude de marché, tu vends. Ouais, même si c'est un peu moins cher que ce que tu voudrais, tu vois. Vends le truc, juste. Tu vends. Ouais, fais de l'argent avec ça. Ça m'amène à Arnaud. Je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. On va terminer là-dessus. Il disait, moi, je sais que je suis à ma place comme photographe, mais les retours business ne sont pas là. C'est frustrant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Arnaud par rapport à ça? Ouais. Ça me fait penser aux gens qui disent, voilà, je suis authentique. En fait, l'authenticité, c'est hyper important, c'est génial, mais ça ne suffit pas. Toi, tu sais que tu es à ta place, que tu es fait pour être photographe, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que c'est déjà super. Tu as déjà la moitié du chemin de fait, tu vois. Mais en fait, déjà, tu as besoin de trouver ta voie dans ta voie, je pense. Et surtout, tu as besoin de stratégie. Quand tu dis ta voie dans ta voie, est-ce que tu parles de ta voie dans ta voie ou bien… Le chemin. C'est-à-dire ta place dans ton marché. C'est-à-dire, certes, photographe, mais tu peux être photographe de plein de manières. Tu peux être photographe et faire une sorte de l'utiliser comme outil thérapeutique pour aider à se reconnecter, à se trouver belle. Comme tu peux l'utiliser pour aider des jeunes qui veulent devenir mannequins et réaliser leurs rêves. Comme tu peux l'utiliser pour aider des entrepreneurs à se valoriser. Tu peux l'utiliser de plein de manières, la photographie. Donc, tu vois, c'est ta voix dans ta voix. Tu sais que tu es photographe, mais ça ouvre un champ. Comment tu te positionnes et qu'est-ce qui fait sens pour toi et ce qui peut faire sens aussi pour un marché. Donc là, derrière, si tu sais que toi, tu as trouvé ta voie là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est de la stratégie. C'est-à-dire, est-ce que tu sais valoriser ton savoir-faire? C'est ça. C'est ça le défi. Et comment tu te montres et tu te fais connaître également. Donc, c'est de la stratégie. C'est génial tout ce que tu viens de dire parce que ça reprend finalement la question précédente qu'il avait dit. Il avait dit qu'il avait du mal à valoriser. Donc, c'est exactement ça. Tu vois, Arnaud, tu as vraiment la réponse ici à tes questions. Et quand tu dis le business ne vient pas, c'est vraiment encore une fois la boucle qui se boucle. Si tu doutes de la valeur, tu as du mal à valoriser ce que tu fais. Donc, tu sais pas en quoi tu es unique ou comment te positionner par rapport à… Donc, bref, c'est tout ça ensemble, quoi. Ok. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. On a eu une très, très belle conversation. Tout est vraiment possible. Ne jamais douter. Je crois que c'est vraiment super de terminer sur cette conférence-là parce que les doutes sont vraiment les véritables freins. On est tous, moi je vois vraiment ça, nous sommes des êtres illimités. Il n'y a absolument rien qu'on ne puisse faire, même quand ça semble totalement improbable. Regarde aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Enfin bref, moi je suis complètement fascinée par l'humanité, tu sais. Donc oui, c'est vrai, ton sujet est tellement réel. Maintenant, c'est les doutes. C'est les limitations qu'on voit nous-mêmes et qui n'existent nulle part que dans notre esprit. Donc, j'espère en tout cas qu'avec cette conférence, ça a mis en lumière que ces doutes ne sont que c'est de l'imagination. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de tout ça qui est réel. Tu as vu aujourd'hui 3 femmes exceptionnelles partager leur parcours et tu as vu vraiment comment c'est pas une question d'être parfait, d'avoir ce qu'il faut ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste d'avancer sur ce qui fait du sens pour toi. Écoute-toi, fais passer, écoute ton cœur, écoute ton ventre. Ce sont les messages qu'on a eu tout aujourd'hui. Écoute ton ventre, écoute ton cœur. Et voilà, l'éthique, l'alignement, toutes ces choses-là. Et je crois qu'aujourd'hui, avec toi, on va vraiment choisir aussi de s'épouser soi-même. Alors, merci beaucoup Jennifer d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à ce sommet, d'avoir partagé ton expérience. Mais je suis tellement heureuse d'avoir partagé cette expérience avec toi. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui.